Alors, exceptionnellement, je ne vais pas dire exceptionnellement, on voulait débattre d'un thème, mais on a voulu le faire encore à la masse, c'est-à-dire on veut mieux la connaître, on veut laisser son inspiration prendre le devant. Alors, sans plus tarder, on aimerait juste savoir pour un début qui est Marthe Faré de peut-être son enfance jusqu'à aujourd'hui. Euh, D'accord, Matt Farid de mon enfance à aujourd'hui, je crois que si on commence, on va finir le lendemain. Donc, je vais rapidement survoler les étapes. Je suis Marthe Faré, je suis communicatrice de métier, journaliste de formation, communicatrice de métier, militante féministe et spécialiste en genre également de formation. Je suis chef service communication et relations publiques à l'Agence nationale du volontariat au Togo. Donc, j'enseigne également le journalisme web dans une université privée de la place. Et je fais également d'autres activités sur le web, comme également dans le cinéma, comme de la production audiovisuelle. Récemment, le dernier film sur lequel j'ai travaillé s'appelle Le Chant des Oubliés, qui est sorti en décembre dernier, qui traite évidemment de thématiques de jeunesse, d'immigration, etc. Je crois que les questions, les séries de questions les unes à la suite des autres me permettront d'aborder d'autres pans de mon parcours et de ma vie. Voilà. Merci beaucoup. Ça démontre un parcours bien dense et plein de choses qu'on ne connaissait pas. Merci beaucoup. Alors, moi, ce que je vais faire, autant que tu vas de l'inspiration, autant je me laisserai inspirer. Et de chaque réponse, je vais encore sortir d'autres questions. On te connaît dans plusieurs associations dans lesquelles tu milites. Et tu viens de dire que tu es une militante féministe. Dis-nous à peu près déjà qu'est-ce qui t'amène à la vie associative et derrière cela, tu appelles quoi par militante féministe? Merci, Président. Qu'est-ce qui m'emmène à la vie associative? J'ai toujours été associative. J'appelle ça comme ça parce que je crois que depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, ma vie associative remonte plus ou moins à mes années lycée. Pardon, à mes années collège. Donc, j'ai commencé très vite au collège avec la Croix-Rouge togolaise où j'étais secouriste. Après, j'ai fait le club UNESCO au sein de mon collège et tout. Et j'ai toujours été une personne très tournée vers l'autre, très tournée vers l'autre. Et donc, ça m'a permis de m'engager pour des causes. Et j'aime la culture aussi. Donc, le club UNESCO était l'endroit par excellence au collège pour moi, pour aller vers justement les autres, mais également allier ma grande passion pour la lecture, pour l'écriture, vers allier ça à tout ce que j'aime. J'ai oublié de préciser que je suis écrivain. Oui, je suis écrivain. J'ai 3 livres à mon actif. Donc voilà. Et au lycée, cet engagement associatif s'est renforcé à travers le club francophonie au lycée de Redjanawe. C'était un peu différent de ce que je faisais au collège où j'étais dans l'engagement vers les autres. Mais au lycée, c'était beaucoup plus tourné, beaucoup culture. Beaucoup culture, beaucoup de prise de parole en public, beaucoup plus de ce que j'appelle du leadership précoce. J'étais à la tête d'association de mon lycée pendant plusieurs années. Donc, la vie associative a toujours fait partie de moi. Et pour la petite anecdote, j'étais au lycée quand j'ai adhéré au club UNESCO universitaire de l'université de Lomé. J'étais, je crois, en première ou en terminale quand j'ai adhéré au club UNESCO universitaire de Lomé dans la troupe de danse et dans la troupe de théâtre. Euh, je séchais mes cours les mercredis ou c'est plusieurs après-midi pour pouvoir aller danser et faire des activités
au sein du club UNESCO au campus. C'est dire que le club, au lycée, j'étais en club francophonie, mais j'étais déjà à l'université en club UNESCO. Donc, le temps d'arriver à l'université, j'avais déjà mes ancrages à l'université de Lomé, dans le club UNESCO, dans la troupe de danse, avec Prisca, que je salue au passage. Et on a aisément, c'est allé de ça. Donc, c'est de là, après le club UNESCO, je suis partie à l'étranger faire des études. À mon retour, je militais plus ou moins, où je participais à des activités, à des petites activités d'autres clubs. Mais il se fait que là où mon ancrage associatif s'est vraiment renforcé, c'est en 2018, quand j'ai créé un mouvement qui s'appelle le collectif Non, c'est non, à la suite d'un incident où une jeune fille était abusée sexuellement, filmée, mise sur les réseaux sociaux, etc., où j'ai créé moi-même mon mouvement. Et ce mouvement, je le dirige aujourd'hui. J'ai adhéré également à une organisation internationale qui s'appelle le PEN International, qui est une organisation ouverte aux écrivains littéraires, etc. Et récemment, au Toastmaster, qui m'est tombé dessus, je n'en voulais pas, mais qui m'est tombé dessus de tout son poids. Mais je vais dire que le monde associatif, c'est mon truc. Je suis dedans. J'ai toujours été dedans aussi longtemps que je me souvienne. Donc, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas un engagement forcé, mais c'est un engagement de cœur, le monde associatif, quel que soit d'ailleurs le secteur du milieu associatif dans lequel je me retrouve. Et je parlais tout à l'heure du militantisme féministe. Oui, je suis féministe. Féministe assumée, convaincue, et je dirais même un peu radical. Quand je dis militante féministe, c'est ce qu'on dit de manière basique être féministe. Et le militantisme féministe, c'est lutter pour une place plus adaptée de la femme dans la société de manière générale, mais particulièrement dans la société africaine. Parce que le militantisme pour moi, le militantisme féministe pour moi, en Europe, n'est pas le même militantisme féministe dans un contexte comme le nôtre en Afrique, parce qu'en Europe ou en Occident, les questions de droits de la femme sont suffisamment avancées et ils sont à d'autres niveaux de revendication, alors qu'ici en Afrique, nos revendications sont encore embryonnaires quant à ce qui concerne les droits des femmes, la place de la femme dans la société, la place de la femme dans la culture, etc. Donc voilà de manière générale. Et ce qui a renforcé justement mon militantisme, c'est le fait de faire un master en genre et développement pour mieux comprendre les enjeux justement liés aux questions féministes dans la société et comment les questions et la recherche féministe ont permis à notre monde de pouvoir évoluer sur plusieurs questions. Voilà. Ok, merci. Maintenant, par rapport à ton militantisme féministe, notre dernier atelier, on recevait Viviane Bokovi qui nous a parlé de l'égalité et de l'équité genre, où elle nous faisait comprendre que l'égalité, c'est que tout le monde puisse avoir les mêmes chances ou les mêmes points de départ. Alors que l'équité, c'est de pouvoir comprendre que la femme a peut-être des manquements ou des inconvénients par rapport à l'homme, donc de pouvoir lui donner une certaine longueur d'avance. Alors, toi qui es féministe, accompli tout ce que tu sais, dis-nous, tu es pour l'égalité ou l'équité? Je suis pour l'égalité et l'équité. Parce que l'égalité, c'est l'accès aux droits de manière égale, avoir toutes les chances de la même manière, que les hommes et les femmes aient les chances de la même manière. L'équité, c'est assurer l'équilibre entre les sexes. Et donc, on ne peut pas être pour l'égalité et ne pas être pour l'équité. Je suis pour l'égalité et je suis également pour l'équité. Je raconte une petite anecdote. Le 8 mars, j'étais allée quelque part dans une entreprise en tant que spécialiste genre où je devais parler de leadership, etc. Et
Je rentre dans la salle et je ne vois aucun homme. Je ne vois que des femmes. Je dis, mais... et je demande à l'organisateur, au chef d'entreprise qui m'a invité pour parler à cette activité, je lui demande, mais où sont les hommes? Il me dit, ah, les hommes sont au travail, comme c'est une journée de femmes, j'ai rassemblé les femmes. Je dis, non, ça, ce n'est pas de l'équité. Si on veut promouvoir l'équité et même l'égalité, et les hommes et les femmes doivent s'asseoir à la même table parce que les deux sont partie prenante des questions égalitaires et équitables. Donc, voilà. Oui, tu as raison. Bon, j'ai appris la dernière fois qu'il y a même des hommes féministes et que le féminisme, c'est de pouvoir prôner cette droit de la femme qui soit vraiment pris en compte. Donc, autant les hommes, autant les femmes. Mais l'orateur nous disait la dernière fois aussi qu'il y a aussi des femmes qui sont à l'extrême, ce qui n'est pas bon. Et j'espère que ce n'est pas le cas avec toi. Le féminisme, c'est comme être enceinte. Ou on l'est, ou on ne l'est pas. Il n'y a pas l'extrême. Il n'y a pas de féministe au milieu. Il n'y a pas de... Ça, c'est du féminisme light. Et moi, j'exècre le féminisme light. Le féminisme, c'est comme être enceinte. Ou tu es enceinte, ou tu ne l'es pas. Ou tu es pour l'égalité des droits, de manière générale, avec tout ce que ça implique. Même si ça ne te convient pas, tout ce que ça implique, ou tu ne l'es pas. On n'est pas féministe à moitié, on n'est pas féministe, mais... Je ne sais pas qui était votre interlocuteur, mais je sens qu'on aurait passé 20 bonnes minutes à parler de certaines questions, lui et moi. Je déteste le féminisme, light. De manière basique, je déteste le féminisme light. Ça nous amène au fond maintenant des réalités que nous rencontrons à longueur de journée. Alors, avant d'aller sur la prochaine question. Alors, ce qu'il disait par rapport aux féministes, il y a des féministes qui ne veulent même pas avoir d'hommes dans leur vie. C'est n'importe quoi. Leur féminisme revient à abolir la présence d'un homme et à détester tout ce que les hommes font. C'est des clichés. Voilà, c'est de ces personnes dont je parle. C'est des clichés sur les féministes. Et si tu veux, je t'en récite 10 autres qu'on a l'habitude d'entendre. Les clichés sur les féministes, c'est que les féministes sont pour la disparition des hommes. Personne ne veut supprimer les hommes. On veut juste qu'à la table où nous tous on s'assied de manière égalitaire et équitable, chacun ait droit à sa part du gâteau. En prenant en compte ces questions. Hier, par exemple, j'étais sur TikTok quand j'ai vu une fille qui se dit antiféministe convaincue. Je n'ai rien contre les antiféministes. Mais qui dit, par exemple, que il y avait un groupe de femmes qui posait la question des tests cliniques de médicaments, par exemple. La question que posent les tests cliniques de médicaments, je suis en train d'aller dans de la technicité. Mais la question que posent les questions cliniques, les essais cliniques de médicaments, c'est quoi? Les doses de médicaments sont prescrites en fonction d'un homme, c'est-à-dire par rapport à notre âge. Les doses de médicaments sont prescrites en fonction des paramètres suivants. Homme de cet âge moyen, ça ne prend pas en compte les femmes. Et la conséquence directe, c'est que quelque part, les doses qu'on prescrit pour les hommes, enfin de manière générale, ont des conséquences beaucoup plus importantes sur les femmes parce que les femmes ont un faible poids, des hormones et beaucoup d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Du coup, ce qui fait que quand on prescrit ce médicament-là, qu'on a prescrit pour quelqu'un, un homme, enfin, les mensurations d'un homme et les caractéristiques d'un homme, certaines femmes prennent et font du surdosage et ça crée beaucoup d'effets secondaires chez ces femmes. Et donc, il faut clairement intégrer les femmes aux essais cliniques. Et la dame avait pour argument, oui, si on fait des essais cliniques avec les femmes, on risque de faire des essais cliniques sur des femmes qui sont enceintes. Non, aujourd'hui on est au 21e siècle. Pour vérifier qu'une femme est enceinte, il y a 150 méthodes tout aussi concurrentielles les unes que les autres. Donc on peut intégrer les femmes dans les essais cliniques. Et l'autre chose, par exemple, dans le monde, il y a près de 39 millions de personnes séropositives. Sur ces 39 millions de personnes séropositives dans le monde, il y a plus de
plus de 40% qui sont, non, plus de 50% qui sont des femmes. Mais les tests d'antirétroviraux se font sur des hommes. Or, il est démontré, par exemple, que le virus du sida, quand une femme et un homme le contractent, là où le virus du sida se met en latence chez un homme pendant 2 ans, il prend 5 à 7 ans de latence chez la femme. Donc, quand on ne prend pas en compte, tu vois, c'est le féminisme en fait. On n'est plus dans le quotidien, on est dans la santé. Mais c'est s'assurer que tous les domaines de la vie prennent en compte les spécificités des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes handicapées. C'est même ça le féminisme. Hein. Ce n'est pas contre les femmes. C'est des hommes, des femmes, des handicapés, des minorités raciales, ethniques, tout ce que tu veux. Mais c'est s'assurer que tout le monde est représenté dans la société et a les mêmes chances d'accès à tout dans la société. Et c'est ça le féminisme. Mais quand on se dit, je suis féministe, mais j'estime que non, on n'est pas féministe, c'est du féminisme light. Et les gens là, il faut les pousser comme ça et les mettre dehors parce que c'est des dangers pour la cause. Merci, chers amis, vous l'avez compris. On va passer une soirée vraiment agréable parce que notre invitée ne mâche pas ses mots. Elle est convaincue de ses convictions. Nous allons alors gravir une prochaine étape qui est de nous dire, autant tu milites dans la vie associative et surtout dirigée vers les droits des femmes, quels sont les problèmes que tu rencontres souvent qui sont... Pardon? Vers les droits humains, pas les droits de femmes. Ok, pas seulement vers la femme, vers les droits humains. Oui, mais plus pointu vers la femme. Les droits de la femme sont des droits humains. D'accord. Alors, mais comme nous sommes dans le monde de la femme, j'aimerais bien qu'on puisse accentuer sur les droits de la femme. Si vous permettez, cher monsieur, pour qu'on puisse en apprendre davantage. Alors, dans ce sens, est-ce que tu peux me dire quels sont les problèmes que tu rencontres souvent, tes associations et toi liés aux droits de la femme souvent bafoués? Et peut-être quelles sont les solutions, les démarches mises en œuvre pour lutter contre? Merci, cher président. En fait, moi, mon créneau dans la vie associative, Toastmaster, c'est vraiment la question des violences sexuelles, sexistes et violences faites aux femmes, de manière générale. Il y a une distinction. Les violences faites aux femmes sont les violences faites aux femmes. Les violences sexuelles et sexistes, c'est autant sur les deux sexes. Même si mon engagement est très porté sur la femme. Souvent, les questions que nous rencontrons souvent, c'est beaucoup comment on appelle ça? C'est le viol. C'est-à-dire les violences sexuelles et les violences conjugales. Pour les violences conjugales, la plupart du temps, l'association dans laquelle, le mouvement que j'ai créé, qui est composé de plusieurs associations, milite pour l'orientation de ces femmes vers les ONG et organisations au sein du mouvement qui prennent en charge les violences faites aux femmes. Mais ce qui est drôle, c'est qu'une femme arrive, son mari lui a déboîté la gueule. Et quand tu dis, alors à la gendarmerie, elle dit non, je ne peux pas aller porter plainte contre le père de mes enfants. Ce sont nos réalités. On fait avec, on fait de l'accompagnement, on accompagne justement ces personnes pour qu'à ce qu'elles comprennent qu'un homme qui arrive à te déboîter la gueule, même s'il est le père de tes enfants, ne te fait pas du bien. Il y a également les viols, et moi, les cas de viol que j'ai eu à traiter, des cas de viol sur mineurs de 5 ans. La plus petite personne que j'ai eu à prendre en charge, c'est une personne une petite fille qui avait 5 ans, qu'un directeur d'école avait violé. J'ai eu à prendre en charge ce cas, et après, c'est une petite fille de 9 ans, je crois aussi exactement. Et la partie la plus dure de ce travail, surtout à mon niveau, c'est de pouvoir être en contact avec ces victimes et la plupart du temps, les cas que je traite font écho à ma propre histoire et résonnent chez moi, ce qui fait que c'est émotionnellement difficile de traiter
justement de cas de manière parfois avec du recul. De manière avec du recul parce que moi, on est un groupe, on est un mouvement, les cas ne se traitent pas seuls. Mais la plupart du temps, quand les gens viennent au mouvement, on dit non, je veux parler à la tata là. Et la tata là, c'est souvent moi. Parce que c'est une question de confiance, c'est une question de... J'ai aussi partagé mon histoire, les gens connaissent mon histoire, les gens s'identifient à mon histoire et quand ils viennent pour pouvoir se confier ou demander de l'assistance, l'histoire, ce n'est plus je suis venu au mouvement, au collectif, non, c'est l'histoire, c'est que je veux parler à la tata, à celle-là qu'on voit. Et tu es obligé d'écouter ces personnes, de revivre avec elles les douleurs, les difficultés. Tu es parfois dans l'obligation même de remettre en doute, d'analyser, de leur dire, votre histoire ne tient pas, le cœur serré. Mais c'est ça ce que nous faisons avec les inconvénients. Le plus grand inconvénient, pour me résumer, pour moi, c'est l'incidence émotionnelle qu'a cet engagement parfois sur moi qui est très dur. C'est parfois tellement dur que quand certaines victimes viennent vers moi, quand l'histoire est trop dure et que je n'arrive pas à gérer émotionnellement, je passe ces personnes à d'autres collègues et je me tiens très loin de ces histoires pour éviter de faire des burn-out émotionnels moi-même. Merci. Alors, tu viens de me parler de ton histoire personnelle. Est-ce que tu permets qu'on lève un peu de voile dessus? Bon, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux à propos. Quand je dis mon histoire personnelle, c'est que j'ai été victime d'abus sexuels. Ce n'est pas grand, ce n'est pas autre chose. J'ai été aussi victime quand j'étais enfant d'abus sexuels. Et je crois que c'est ça qui a même quelque part, après quand j'ai pris conscience. Et le fait, c'est de prendre conscience de tout l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Au début, c'était du militantisme pur et simple. Mais après, je me suis rendu compte que j'avais un impact très fort, dont je n'étais moi-même pas consciente. J'étais souvent en société, en public, quand il fallait prendre la parole, quand il fallait mettre devant des gens des responsabilités, c'est moi qu'on poussait vers ces responsabilités. Et quand j'ai pris conscience de l'impact que j'avais sur les gens, de comment j'inspirais les autres, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser cet impact-là et cette capacité de persuasion pour servir une cause comme celle-là qui est importante. Parce que pour qui me connaît, qui connaît mon parcours, qui connaît tout le côté sociable que j'ai, quand tu dis à une jeune fille, à une jeune victime, à une jeune personne, t'inquiète pas, je sais ce que tu vis, je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà traversé, ça permet tout de suite de décloisonner dans la tête des victimes des éléments, de poser la confiance entre vous pour que ces personnes puissent vous confier. Je l'ai déjà dit tellement de fois en vidéo, j'ai même fait une vidéo pour narrer toute l'histoire. J'ai été victime d'abus sexuels pendant 5 années, parents proches, parents. Donc c'est très, je ne veux pas dire que c'est ça qui a motivé mon engagement, mais je vais dire avec une expérience comme la mienne, doublée de l'impact que j'ai, ce serait dommage de ne pas pouvoir utiliser justement cet impact pour sensibiliser sur ces questions-là, pour travailler sur ces questions-là. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Alors, j'ai une question dans le même sens. J'ai une amie qui m'a déjà parlé de son beau-père qui a abusé d'elle et qui revient de temps en temps, mais lorsqu'il est là, bon, c'est des attouchements par-ci, par-là, dans le couloir. Il essaie de la serrer, la tripoter. Pardon? Elle ne peut pas lui casser la tête.
Non, je blague. Alors, c'est pour savoir maintenant, est-ce qu'on on en guérit? Comment on fait pour en guérir? Comment tu as fait pour en guérir? Ou c'est que tu te caches derrière ce militantisme, cette personne forte qu'on a même? Je veux savoir, au fond, quelle action peut-on mener pour en ressortir plus forte? En fait, c'est très compliqué de guérir de certains abus de manière générale. Sauf que moi, je suis une personne très forte. C'est-à-dire que je n'ai pas vu de spécialiste. Personnellement, je n'ai pas vu de spécialiste. Quand j'ai vu le spécialiste, au bout de 2 séances, je savais que lui là, j'avais commencé par le manipuler. À un moment donné, je me suis dit non, je ne vais pas perdre mon temps à aller. Tu sais, il y a certains spécialistes, tu t'assieds et puis quand tu commences à parler, tu sens que ceux-là, tu peux les manipuler, tu peux en faire ce que tu veux. Non, je n'ai pas vu de spécialiste. Par contre, j'ai eu d'autres formes de catharsis, comme l'écriture, comme la lecture, comme l'ouverture aux autres, comme l'engagement pour les autres. On est différents chacun, mais la plupart du temps, tout ce que je peux dire, c'est que quand on est victime d'abus, il faut voir un spécialiste. Il faut aller vers des personnes formées et spécialisées qui vont vous accompagner à faire des parcours de guérison. Et ces parcours de guérison sont, ma foi, très longs ou très courts selon la personne qui a vécu son drame. Mais de toutes les façons, il faut aller vers un spécialiste pour la guérison. Ok. Alors, chers amis, nous avons des questions sur TikTok. J'aimerais bien aussi les poser. Et vous qui êtes connectés ici, vous avez aussi l'opportunité de pouvoir lever les mains pour qu'on vous désigne et poser vos questions. Lorsqu'on aura bouclé les 1 heure de temps, ici, on se retournera tous dans le live de Matt pour continuer. Alors déjà, dans le live, il a demandé quel est ton sport préféré. Le volleyball. J'ai joué au volleyball de manière professionnelle pendant longtemps. J'ai même été vice-championne du Togo avec mon équipe, où j'étais capitaine d'équipe et tout. C'est le volleyball. Comment es-tu arrivé à la communication? C'est une très longue histoire. J'ai d'abord fait le journalisme. Quand j'étais petite, bon, je suis un moulin à parole. J'ai pas besoin de le préciser ou bien président. Ça qui fait ton charme. Je suis un vrai moulin à parole. Pour l'anecdote, aujourd'hui, ce matin, j'ai rencontré mon prof de CM2 qui me disait « Ah, est-ce que tu es toujours aussi bavarde et distraite ?» Et je lui ai répondu que odorer, c'est mon métier. pour dire en fait que quand j'étais petite, je voulais être hôtesse de l'air. Mais en grandissant, j'ai très vite pris conscience que ça va être compliqué pour moi d'être hôtesse de l'air. Je ne savais même pas où passer, où ne pas passer, où aller, où ne pas aller. Mais à un moment donné, j'avais en tête 3 métiers. Hôtesse de l'air, professeur de lettres à l'université ou bien journaliste. Et très tôt, le journaliste et le hôtesse de l'air, j'ai laissé tomber. Prof de lettres, jusqu'à un passé récent, je croyais que j'allais toujours l'être. Et c'est quand j'ai fini j'ai eu mon bac et que j'ai commencé ma première année à l'université de Lomé, que je devais travailler pour payer mes études.
je devais travailler pour payer mes études parce que je viens d'une famille relativement pauvre et il fallait... je viens d'une famille déjà nombreuse et pauvre. Du coup, à un moment donné, mon père ne pouvait pas payer des études de déjà 3 enfants qui étaient à l'université. Je crois 8 ou 9 autres qui étaient du CP au lycée. Donc, je devais travailler pour payer mes études. Et à l'époque, TV7, d'abord RTDS recrutait des animateurs télé. Je suis allée, ça n'a pas été concluant. J'étais en première année, ça n'a pas été concluant. Et puis, le jour où je suis rentrée de l'interview de RTDS, j'étais dehors avec des amis quand ma mère m'a appelé. Tiens, il y a une télé privée qui s'appelle TV7 qui recrute des communicateurs et des présentateurs, des journalistes et présentateurs. J'ai dit, tiens, j'y vais et j'ai été retenue comme journaliste et présentatrice télé à l'époque sur TV7. Donc, je travaillais simultanément avec mes études et c'est comme ça que je suis arrivée d'abord au journalisme. J'ai fait 1 an à TV7, après j'ai fait 1 an à Radio Zéphyr, j'ai fait également un peu LCF à l'époque. Et c'est quand j'étais à l'université en 3e année de lettres modernes que j'ai eu une bourse du gouvernement français pour l'école supérieure de journalisme de Lille. Au début, j'étais réticente, je ne voulais pas y aller parce que je n'étais jamais sortie de Lomé vers des pays d'Europe et il y avait une petite personne rebelle en moi qui n'aimait pas l'Europe. Bon, comme le dit mon père, moi on a glo. J'avais pas le choix. J'avais peur, j'avais pas le choix, mais j'ai dû partir à l'étranger, seule et aller faire mes études. Et c'est quand j'étais en train de faire des études de journalisme que j'ai pris conscience que je n'aimais pas le journalisme, mais plutôt la communication. Mais j'ai quand même fini mes études de journalisme. Et quand je suis rentrée, quand j'ai fini les études, j'ai travaillé un peu à TV5 Monde à Paris. J'ai travaillé également à Jeune Afrique. Et je m'ennuyais sérieusement à Paris. J'avais mon copain à Lomé, donc tout l'endroit où je voulais être, c'est Lomé et pas là-bas. Donc, j'ai décidé d'une manière ou d'une autre de rentrer sur Lomé. Je suis rentrée sur Lomé et j'avais le choix entre le journalisme et la communication. Sauf que quand je suis rentrée à Lomé, tous les médias, aucun média ne voulait plus de moi. Puisque avant de partir, j'étais la jeune fille pas formée sur le tas, arrivée au journalisme, qui a appris les ficelles du métier sur le terrain. Mais là, je suis partie, je suis allée dans la meilleure école de journalisme du monde francophone, dans le monde. Et quand je suis revenue, je retourne à TV7, on me dit, ah, madame, nous voulons votre expertise, mais nous ne savons pas combien vous payez. Je dis, mais payez-moi comme vous payez les autres journalistes. On dit, non, on ne peut pas te payer 50 000. Alors que c'est les 50 000 là que je gagnais avant de partir à l'étranger pour faire mes études. Je fais le tour des médias, on me dit, ah, revenez aujourd'hui, revenez demain. À un moment donné, j'avais l'impression que je tournais en rond. Et là, j'ai proposé une émission à TVT. Je suis allée, j'ai commencé par travailler sur le projet quand j'ai eu des soucis de santé pendant 1 mois et demi. Donc, j'ai laissé tomber le projet, je leur ai donné le projet. Ils ont commencé le projet, mais ils ne sont pas allés loin parce que la personne qui portait le projet n'avait pas la même vision que moi du projet à porter. Et c'est dans la foulée que j'ai eu un poste à Dakar, à BBC. Je m'apprêtais à partir quand j'ai été appelée parce que j'ai déposé un CV dans un centre de recherche. La veille du départ, le premier responsable du centre m'appelle, madame, on a eu votre CV, je ne veux que vous comme ma chargée de com. Je dis non, malheureusement, là, je vais partir sur Dakar dès demain. Il me dit non,
je ne veux que vous n'avez pas allé à Dakar et tout. Et bon, j'étais avec ma mère, j'ai dit à ma mère, bon, entre aller à Dakar, m'éloigner encore de ma famille ou rester à Lomé, je préfère rester à Lomé. C'est comme ça que j'ai commencé par travailler à peu près 5 à 6 mois après mon retour de France. Du coup, je me suis installée, j'ai commencé par travailler et c'est comme ça que je suis arrivée à la communication. J'ai dû me former parce que je suis spécialiste web. Je suis journaliste spécialisée en web et outils de l'Internet. Donc, j'ai dû me former en communication institutionnelle, pas une formation diplômante, mais m'auto-former, faire de l'auto-formation, du renforcement de capacité, de la recherche pour pouvoir faire le métier de communicateur. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on dit que j'excelle beaucoup plus en communication digitale que en communication institutionnelle classique. Et c'est bien après, maintenant que j'ai fait un master en communication politique et des institutions publiques. Et tu n'as pas fini d'apprendre. Tu feras d'autres encore et encore. Je n'ai pas fini d'apprendre. Je suis en train de faire j'ai fait un certificat, une licence en genre. Je suis en train de faire actuellement un master en genre et développement. En tout cas, bravo. Bravo, c'est très laborieux et nous te soutenons parce que ça fait de toi cette grande dame que nous adulons tant et tu as tout notre soutien pour pouvoir encore faire davantage. Il faut juste que tu saches que même si on te voit en tapette, comme tu aimes même rester pieds nus des fois, tu demeures la malfaire que nous connaissons et qu'on sera toujours derrière toi. Merci beaucoup. J'ai jamais compris pourquoi je suscitais autant d'admiration, mais je prends avec plaisir. Alors moi, je vais te le dire avant de donner la parole aux gens. Alors aujourd'hui, dans la société, il y a ce manque de confiance et tout le monde a besoin d'une boussole. De ces personnes qui s'affirment haut et fort, de ces personnes qui n'ont pas peur de dire la vérité, mais tout en étant, je veux dire, simple et disponible pour les gens. Et ce qui fait encore plus ta particularité, c'est ce service pour les uns les autres, les plus démunis, ainsi de suite. Donc, je trouve que c'est ça. Et tu le fais si bien que, comme on dit, c'est l'aura derrière qu'on ne voit pas souvent, mais c'est l'aura qui travaille. Et on peut que te dire vraiment bravo, quoi. Bravo pour ce que tu fais. Et nous sommes disponibles aussi pour t'aider à ce que tes projets puissent se réaliser, à servir la nation. Inch'Allah. Merci beaucoup. Chers amis, vous avez la parole. Je crois que j'ai assez monopolisé la parole tellement j'ai toujours envie de lui poser autant de questions que j'ai monopolisé la parole. Elle est en train de me contaminer. Donc, je vous laisse. Je voulais poser la question. Ceux qui veulent écrire, ceux qui veulent ouvrir, ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas non plus. Ah, il y a une amie qui me dit ici de te dire de faire la promotion de notre atelier dans ton live pour que les gens puissent revenir après. Oui, rapidement, quelqu'un me demandait c'est quoi le thème. C'est en fait les ateliers. En fait, j'ai mon homologue et frère qui a des ateliers où chaque mercredi, ils reçoivent un invité sur une thématique spécifique et où il parle de tout et de rien. Et pour la petite histoire, il m'a appelé, on devait choisir les thèmes. Et en une semaine, on n'a pas pu trouver de thème. Tellement parce que tu as plusieurs thèmes à la fois, donc... oui, j'avais plusieurs thèmes, j'avais plusieurs sujets de prédilection. Je me dis que, comment l'appelle-t-on, je me disais, on disait, bon, on va aller au feelings et le sujet qui va s'imposer, on va le prendre. Ah, il y a des gens qui demandent la partie 3 de ton histoire que tu as publiée aujourd'hui. Donc, on espère que tu vas nous servir. Et puis la fille qui a avorté déjà 4 fois, il y a des gens qui demandent la partie 3. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. On le fera dans le cadre
Je crois que vendredi, on fera un live sur ce sujet spécifiquement sur TikTok. En tout cas, c'est une réalité, ça se passe un peu partout. Donc, raison pour laquelle il faut que tu sois là pour pouvoir être cette personne qui tire les gens vers le haut. Merci. J'ai vu une question sur Chimamanda. Voilà, une petite question. Est-ce que, pour toi, est-ce que Chimamanda Ngozi est une féministe like? Non, pas du tout. Chimamanda est une féministe convaincue et c'est d'elle-même que vient le terme féminisme light. C'est elle qui dit que les féministes light sont dangereux pour la société. Et c'est la célèbre expression que j'aime beaucoup. Je dis, le féminisme, c'est comme être enceinte où on l'est ou on ne l'est pas. C'est d'elle que je l'ai pris. Et j'ai laissé mon livre de chevet. Je l'ai laissé au bureau. C'est le livre de Manifeste pour une éducation féministe de Chimamanda. Je lis beaucoup les féministes. D'accord. Chers amis, des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse la parole. Ceux qui sont... Ok, une pile. D'accord. Chers amis, n'hésitez pas. On n'a pas la chance de l'avoir à nous tout seuls aussi souvent, donc profitez-en. À défaut, une petite question en attendant, une question qui a été déjà posée, pour demander quel est le devoir de la femme au foyer. C'est la question que je cherchais ici d'ailleurs, parce que je me souvenais avoir vu une question comme ça qui est... Et avant ta question, ta réponse, je dis un coucou à Urbain, que je vois souvent dans tes lives, qui est un frère à moi. Urbain, j'ai vu, je ne pouvais pas écrire, mais j'ai déjà vu ta salutation. Merci pour tout ce que tu fais. Et on s'attrape. Il t'avait également salué. Oui. La question, c'était quoi déjà? Urbain disait... Le devoir d'une femme au foyer. Vous voulez que je réponde vraiment à cette question, Président? Sincèrement. C'est quoi les devoirs et c'est quoi les droits? Oui. Déjà, c'est quoi une femme au foyer? Bon, apparemment, c'est à moi pour les questions. Je ne peux pas poser les questions. C'est quoi une femme au foyer? Une femme mariée, que ce soit en concubinage comme mariée. Donc, une personne en couple. Oui. Donc, les devoirs, c'est ce qu'elle doit faire. Et les droits, c'est ce qu'elle doit recevoir en retour. Comme dirait l'un de mes doyens, que je salue au passage, Tonton Africain bonsoir, la fonction de la femme, c'est assurer la direction morale et matérielle de la famille. C'est une grande théorie. Mais en fait, c'est quoi le devoir? C'est quoi le devoir d'une personne envers une autre personne qu'elle a choisie et qu'ils ont décidé de construire un nouveau cadre ensemble? C'est contribuer chacun à l'équilibre de ce cadre et à l'épanouissement de tout un chacun au sein de ce cadre qu'on appelle couple. Je déteste le terme femme au foyer. Je déteste le terme femme au foyer parce que femme au foyer, ça veut dire, dans mon entendement, qui ne se réalise que par le mariage et que les travaux domestiques, enfants et autres épanouissent. J'ai toujours eu en horreur ce thème. Une personne en couple, pourquoi on ne dit pas un homme au foyer? Pourquoi on ne qualifie pas, on n'ajoute pas un qualificatif à homme de quelque chose et c'est la femme qui est au foyer. Le foyer, c'est un endroit de paix et de vie. Donc ça veut dire que et l'homme et la femme, c'est le foyer aux deux. Ceci étant aplani dans un couple, il n'y a pas de rôle prédéfini pour quelqu'un. Parce que dans certaines sociétés et dans certains couples, la femme est à la maison, s'occupe des tâches ménagères, de la famille, des enfants, de son homme.
etc., en matière de caring, c'est-à-dire s'occupe du quotidien pendant que l'homme travaille. Ça ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas, parce que le travail qu'elle fait à la maison, c'est du travail. Si on doit lui rémunérer le travail qu'elle fait à la maison, c'est aussi du travail. Ça veut dire que dans ce type de foyer, par exemple, la femme amène sa contribution à ce foyer par les tâches ménagères et le care, c'est-à-dire l'entretien de toute la famille, alors que l'homme subvient financièrement aux besoins de cette famille. Parce que l'homme subvient financièrement aux besoins de cette famille, ça ne veut pas dire qu'il devient la corne sur le front de la licorne. Ça veut dire qu'il participe financièrement tout en s'assurant que les besoins émotionnels, affectifs de sa famille soient comblés. Et c'est le même rôle pour la femme. C'est pourquoi dans d'autres sociétés où c'est la femme qui est... comment on l'appelle? Oui. Voilà, la femme travaille. Ce n'est pas dans d'autres sociétés, même en Afrique. Vous voyez des femmes qui travaillent dans de grandes organisations internationales et leurs hommes ne travaillent pas. Donc, c'est vice-versa, en fait. Il n'y a pas de rôle prédéfini dans la famille. Le fait de dire, ah, c'est la femme qui fait ci, c'est la femme qui fait ça, ça s'appelle c'est des attributions sociales. J'oublie le terme technique que nous utilisons en genre pour ça. C'est des normes sociales. Il n'y a pas de comportement typé femme et de comportement typé homme. Ce que je dis, je ne dis pas que les hommes et les femmes ne sont pas différents. Je dis juste que il faut éviter les stéréotypes. Les femmes sont faites pour balayer, les femmes sont faites pour cuisiner, etc. Non. Dans le cadre familial, vous définissez ensemble les règles qui conviennent à chacun dans l'épanouissement individuel de chacun. Oui, mais malgré tout cela, il y a quand même un rôle qu'il y a à tenir la femme pour que le foyer soit stable. Et l'homme aussi. Pourquoi le rôle que doit tenir la femme pour que le foyer soit stable? Je vous retourne la question. Bon, moi je vais répondre comme ça. La femme, elle est douceur, la femme, elle est tendresse, la femme, elle est mère, la femme, elle est esprit. L'homme, il est conçu. Stéréotype et cliché. Non, Il y a une grande part de stéréotypes et de clichés. C'est quand on va dire aujourd'hui que l'homme va porter la grossesse. La femme dans le foyer est celle qui reçoit. On fait la part des choses, président. Oui. On fait la part des choses entre le genre et entre le sexe. Ce n'est pas la même chose. Le sexe, c'est les attributs de naissance, les attributs physiques de naissance. C'est-à-dire la femme née avec des seins, un utérus, un vagin, etc., etc. L'homme naît avec un phallus, pas de sein, pas d'utérus, et des poils, etc. Ça, c'est le sexe. Le genre, c'est l'ensemble des constructions sociales et des rôles qu'on attribue ou que la société attribue à chacun des sexes. Et quand vous parlez de est-ce que l'homme peut porter une grossesse, naturellement, l'homme ne peut jamais porter une grossesse. Autant naturellement, il y a des choses que la femme doit apporter comme contribution pour la stabilité. En fait, c'est ça ma question. Pour qu'un foyer soit stable, qu'est-ce que doit faire peut-être une femme ou étendue? Qu'est-ce que doit faire? La femme n'a rien à faire. Chacun fait sa part. Et c'est quoi la part de la femme? Voilà la question. Non, en fonction du postulat de départ sur lequel vous vous êtes entendu, chacun fait sa part. Je n'aime pas parler de moi et de ma famille. Vous allez remarquer que je parle beaucoup des engagements, je ne parle pas beaucoup de moi. Mais je vais vous donner un exemple. Moi, dans ma famille, quand je rentre le soir, parfois je suis en train de cuisiner, mon homme est en train de doucher nos enfants et de faire tout. Il n'aide pas, il fait son travail. Il fait son rôle de père. Et parfois, c'est le contraire. C'est lui qui rentre à la cuisine quand on rentre le soir
Quand je dis je suis fatiguée, est-ce que tu peux cuisiner? On inverse les rôles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la famille, il n'y a pas de rôle prédéfini. Je vais emprunter à un de mes mentorés cette phrase. Montrez-moi une seule femme au monde qui soit née avec un balai et une louche dans la main. Montrez-moi une seule femme au monde qui soit née avec un balai et une louche à la main. J'ai un tonton qui veut participer. Est-ce que je peux l'accepter, Président? Oui, pourquoi pas. Montrez-moi une seule femme qui soit née avec une louche et un balai à la main. Personne ne sort de l'utérus de sa mère avec des attributs spécifiques. C'est la société qui attribue les rôles. Et quand vous êtes dans votre foyer, vous définissez les rôles en fonction de vous. Et définir les rôles en fonction de vous veut dire que vous vous entendez. Et c'est là où je vais parler de la question des hommes en Afrique. Quand j'étais en France, quand un homme africain épouse une femme blanche, quand la femme est en train de cuisiner, il est en train de faire la vaisselle. Quand la femme est en train de balayer, il est en train de nettoyer et de recurer. Ces mêmes hommes-là, quand ils épousent une femme africaine, quand ils arrivent, ils lèvent la bille, ils jettent sur le fauteuil, ils jettent dans le couloir, il va s'asseoir avec son gros ventre devant la télé, il boit une bière et il regarde la télé pendant que sa femme cuisine et ramasse ses habits derrière lui, fait le linge. La femme a 20 bras en train de faire certaines choses et il fait sa grosse tête là. Il est assis devant la télé, il regarde la télé, il ne fout rien. J'ai une question pour toi pour encore pimenter la discussion. Oui. Oui, tonton Africain, bonsoir. Juste une minute, il va poser sa question et je vous prends. Alors, ce que je veux ajouter, un homme qui n'a pas eu cette éducation de ses parents a peut-être savoir comment on peut faire, même mettre de l'eau sur le feu, ou peut-être ranger la maison, et qui se trouve dans un couple avec une femme. Comment est-ce qu'il faut faire? Il apprend. On a appris à écrire. On a appris à lire. On a appris à faire un lit. On a appris à balayer. On a appris à nettoyer. On a appris à recurer. On a tout appris. Personne ne naît avec une prédisposition particulière. Savoir cuisiner n'est pas une... Shimamanda, enfin, tu vas tuer les gens. Savoir cuisiner n'est pas une compétence préinscrite dans le vagin. Oui, mais la femme l'a appris. Mais c'est ça. Savoir cuisiner n'est pas une compétence préinstallée dans les gènes des femmes. On arrive sur Terre et on apprend ce que la Terre nous a donné. Les hommes vont apprendre. Que tu aies eu l'éducation d'être enfant, garçon, roi chez toi ou pas, quand tu es en train de rentrer dans un couple. Exemple, tonton Africain, juste une minute, je donne un exemple, Président. Imagine-toi que tu travailles, ta femme travaille. Le matin au réveil, quand tu te réveilles, vous avez peut-être 2 enfants, 1 ou 2 enfants. Le matin, quand tu te réveilles, tu vois déjà que le petit déjeuner est prêt. Tu dabas ça, tu vas, tu te laves, tu t'habilles, tu prends ton sac et un garçon sans honte, tu vas à la voiture et tu attends. Faites vite là, faites vite, je suis en retard, faites vite. Alors que ta femme s'est réveillée avant toi, elle a balayé, nettoyé, récuré, lavé vos enfants, les préparé pour l'école, s'assurer que tout le monde a ce qu'il faut. Et faites ton petit déjeuner et tout, et vous allez partir. Ça, c'est une charge de travail, c'est une charge supplémentaire de travail. Et vous revenez le soir, quand vous revenez le soir, tu laisses la mallette au salon, les cuirs dans le couloir, la chemise sur la porte et tu vas dénuder ton gros ventre, je le dis, et tu retournes devant la télé s'asseoir. Elle se tape encore 2 heures de boulot. Elle cuisine pour toi, elle cuisine pour les trucs. Et le pire, ce que tu fais, c'est que quand tu arrives, vous avez un garçon et une fille. Tu prends le garçon, tu vas t'asseoir sous la télé avec lui et tu prends la maman prend la fille, elle va à la cuisine avec lui. C'est là-bas que se construisent les rôles sociaux.
C'est là-bas que l'éducation doit changer pour qu'on comprenne que un garçon, et quand vous arrivez, tous les deux vous arrivez du boulot, est-ce que l'autre elle a une machine supplémentaire dans son corps qui lui donne l'énergie pour faire tout ça pendant que toi tu regardes la télé? Tu crois qu'elle n'a pas envie de regarder la télé? Oh, si elle a envie de regarder la télé. Tout ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir faire votre part du travail. Le travail qui est à vous de contribuer, de décharger les femmes de la charge mentale, de faire votre travail de père, de conjoint, de copain, de mari. De ne pas aider, vous n'aidez pas, mais de faire votre part. Papa Africanet. Je suis tout heureux qu'à un moment de la vie de ton développement, tu aies eu choix pour pouvoir me balancer la parole. Parce que dans ton rôle de connaissant, chaque fois que ces types de débats sont compliqués, je vois ce gros ventre-là toujours que tu aimes dessiner et qui, au lieu d'aller rejoindre sa femme à la cuisine, va préparer de rester au salon ensemble avec lui. Je connais un peu ça. Tu n'es pas la première personne qui aime à dire ça. Et des fois, quand quand je vous écoute religieusement, je suis tenté de vous transporter, c'est-à-dire de vous transporter, de vous déplacer ma zone géographique et de vous transporter là où ça se fait. Et il n'y a pas ce problème là où le monsieur pousse. Justement, on va même dire, le gros ventre ne suffit pas. Il va même mettre ses deux pieds sur la table centrale. Et à chaque fois que la femme va faire le déplacement, ça va beaucoup plus l'énerver. Oui, j'ai posé une question. Qui fixe les normes dans la société? Qui a dit en premier que la femme devait être dans la cuisine et l'homme, voilà, qui a reparti les choses comme ça? Et à chaque fois que j'ai posé les questions, on a essayé de me répondre. Mais j'ai toujours été sur ma soif. Après, je peux répondre à cette partie-là. Okay. La question de qui est reparti socialement les rôles, il faudra remonter à l'Antiquité. Quand je dis à l'Antiquité, je parle d'un peu plus loin derrière nous, sur les questions des sociétés africaines. En Afrique, parce que l'évolution de la femme dans le contexte occidental est différente de l'évolution de la femme dans l'espace géographique africain. Mais on va prendre celui de l'espace géographique africain. Avant même l'école, on va aller avant l'école, parce que l'école aussi, à l'arrivée de l'école aussi, a créé une autre histoire, mais avant l'école, dans des régions comme la mienne, la femme avait le rôle de nourrir sa famille. C'est-à-dire que c'est ce qui justifiait même la dot en pays bassard d'où je suis originaire. Quand on venait demander la main d'une femme pour l'épouser, d'ailleurs on l'enlevait, on ne demandait pas. Quand tu voulais épouser une femme, tu amènes à son père un peu, comment on appelle la femelle du bœuf, une vache, un bœuf et une vache. Le bœuf servait à remplacer la main d'œuvre que tu venais prendre auprès du père, puisque cette femme allait au champ tout comme ses frères, apprenait à cultiver, et c'est elle-même qui vendait, qui se chargeait de vendre les récoltes. Et la vache servait à produire à faire du lait, du fromage, à faire des enfants, et enfin des bébés, des veaux, qui deviennent comment l'appelle-t-on? Des veaux qui deviennent des vaches et des bœufs. Et c'est cette femme fructifie ça pour nourrir la famille. C'était son travail. Pendant que l'homme était sur les questions de champs, de chasse, de cueillette, etc. Je parle de ma culture. Mais de manière générale, l'homme travaillait
pendant que l'homme travaillait, l'homme allait même parfois au champ avec sa femme. Ils arrivaient au champ, ils cultivaient tous les deux. À un moment donné, la femme quittait le champ, allait à la maison cuisiner, ramener, ils mangeaient et ils retournaient. À cette époque, le travail était également réparti, en ce sens que quand l'homme est au champ, la femme est en train de s'occuper de ce qu'ils doivent manger, mais derrière, elle s'occupe de vente, de commerce, etc., de champs, pour des sociétés matriarcales et même matrilinéaires, elle s'occupe de certaines questions. Ensuite est arrivée la question de l'école. Quand la question de l'école est arrivée, on a scolarisé les hommes, on n'a pas scolarisé les femmes. Quand on a scolarisé les hommes et qu'on n'a pas scolarisé les femmes, la question qui s'est posée, c'est quoi? L'homme était scolarisé, allait, comment l'appelle-t-on? Avait engrangé les revenus financiers, pendant que la femme, entre guillemets, ne faisait rien. Ça ne voulait pas qu'elle ne faisait rien. Ça voulait dire que pendant que l'homme allait chercher l'argent pour que le couple puisse survivre financièrement, la femme s'occupait du ménage. Elle faisait sa part parce que le travail est partagé en deux. Je vais chercher les coris, l'argent qui sert à nourrir, à pouvoir consolider le pouvoir financier de notre famille. Et pendant que je passe toute cette journée, toi, tu t'occupes des tâches ménagères. Et quand l'école a créé cette première discrimination, les femmes sont restées à la maison, les hommes sont allés travailler. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que ça ne suffisait plus, que l'homme seul travaille. Et quand on s'est rendu compte que ça ne suffisait plus, que l'homme seul assure le pouvoir financier de la maison, on a demandé aux femmes, on a commencé par instruire les femmes, on s'est rendu compte que instruire une femme permettait de créer, de régler beaucoup de problèmes, d'aider à l'épanouissement des enfants, d'aider à l'épanouissement de la famille. Et au fur et à mesure. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que quand la femme devait maintenant contribuer au pouvoir financier de la famille, le rôle traditionnel qui lui était dévolu quand elle ne contribuait pas financièrement est resté. Alors qu'aujourd'hui, tu payes l'électricité, je paye l'eau. Tu payes le loyer, je paye le gaz, etc., etc. Et dans la partition, je vais dire proportionnelle, pas égale, mais proportionnelle de ses besoins, la femme aujourd'hui a plus de travail que l'homme. Il est même scientifiquement démontré qu'à la fin d'une journée, la femme a 2 heures de travail supplémentaire qu'un homme. Et c'est là que les problèmes, les problèmes de discrimination et de conception inégalitaire se posent. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais bon, voilà. Moi encore une gorgée d'eau parce que moi je vais te remonter très loin. L'école que vous avez convoquée dans votre débat date des années 60, donc la période des indépendances. La question de pouvoir qui fixe les normes dans les sociétés, j'avais omis d'ajouter dans les sociétés africaines. J'avais omis ça pour dire que il y a plusieurs facteurs qui seront convoqués à ce débat, entre autres les lois et les réglementations, la religion et les croyances, les normes établies par les communautés elles-mêmes, les médias, la technologie et les groupes d'influence dont vous, ce que tu prônes là, vous. Ok. Pourquoi je convoque les religions et les croyances ici? C'est pour dire que on va vous dire les croyances religieuses, on va vous parler des traditions culturelles, on va même vous parler des traditions culturelles de certaines ethnies. Et ce faisant, ça ne devrait pas se faire autrement. Alors, si c'est ça,
sachant très bien qu'il n'y avait pas l'école et que tout va être transmis de génération en génération, c'est normal que dans les interactions sociales, on observe l'absence de ce que tu dis, c'est-à-dire ce que tu dénonces, ou bien ce que tu as convoqué au débat ce soir-là. C'est normal qu'on assiste à cela. Parce que ce que les Léo sont au fond de nos corps, mais à quel point il y a des soins, alors il y a souvent des obliges, gros ventre d'arrêt blanc et noir, autour d'arrêt, qui sont les cuisines à max, là-bas, si TikTok, l'audio, et la 19h, mais ce coup-là, Bijagba, Miado, ce coup-là. Alors, les normes établies par la communauté, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une règle. Il n'y a aucun livre dans lequel on lit ça. Mais tout le monde va se comporter de cette façon et vous allez dire, d'où ma question, qui fixe les normes dans la société? Alors, à travers les pratiques culturelles, les traditions, c'est-à-dire vous allez dans une communauté, quand il y a réjouissance, systématiquement les femmes s'habillent d'une façon, les hommes s'habillent de telle façon. Et quand il y a danse, les hommes dansent de telle façon, les hommes dansent de telle façon donnée. C'est acceptable, c'est inacceptable. Après, ça reste un débat. On vous dira de toutes les façons. Par exemple, à M. Benjamin Oya, il lui a pris paix. On l'a dit. On lui en a pris. A fini là, on avait ouvert qui fixe les normes dans la société. Quelqu'un vous racontera que Amélie lui a tombé. Et on a créé ça, on a maintenu ça de telle sorte que les traditions, les pratiques culturelles, les traditions se sont confortées et ont une marque sur notre société. Les médias, la technologie, je te fais cadeau. Les groupes d'influence, je ne veux pas te faire cadeau parce que si je te fais cadeau, je risque d'ivrer parce que tu es une féministe avertie. Merci. Après. Hein? Merci pour la sagesse démontrée. Merci pour ton calme. Merci pour tout ton Africain. Bon, avant que, comme j'aimerais bien quand même conclure ici, et qu'on se retrouve tout à l'heure dans ton live. Chers amis, elle voulait juste parler d'elle, mais on a encore lancé un autre débat. Donc, je pense que c'est le débat qui va nous faire ce soir. Alors, avant de finir, il y a plein de champs dans le chat ici, où pour les femmes, je vais quand même les lire très vite. Je vais les lire très vite. Bon, il y a KRG qui est avec toi et qui est d'accord avec toi, qui dit même que si la femme sait cuisiner, il faudrait que rien ne l'oblige à cuisiner et que les efforts doivent être pour tout le monde. Il y a Emma qui pose la question, autant que nous tous les hommes, quel est maintenant le rôle de la femme dans le foyer? Il n'y a pas un rôle dans la femme, il n'y a pas un rôle pour la femme, il n'y a pas un rôle pour l'homme. Dans le foyer, il y a des tâches. Tout ce qu'on demande, c'est la répartition égale de ces tâches proportionnellement à... Ce que tu oublies, c'est que, comme tu le dis chez toi, oui, ici, il faut sortir de l'argent, tu es prêt à sortir autant 10 francs sur 10 francs, tu es prêt à sortir 5 francs, c'est bien ça. Donc, tu peux même pas sortir tous les 10 francs. Voilà. Alors que dans la société d'aujourd'hui, et ce n'est pas aussi le cas chez tout le monde. C'est ce que le Tanka vient de dire. S'il y a une école où il faut aller maintenant apprendre tout cela à la femme, on est aussi partant. C'est pour ça que j'ai toujours dit que quand on est féministe jusqu'au bout. Par exemple, la question des ressources financières dans le foyer. Ma théorie, c'est que chacun contribue proportionnellement à son revenu. Ça veut dire quoi?
Et au début du mois, nous savons, on a fait le point des charges de la maison. Électricité, eau, facture, tac, 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 on met ça dans une. Ça fait quoi? Ça fait 500 000, supposons, les besoins de la famille. Ça fait 500 000. Si madame gagne 500 000, monsieur gagne 500 000. Ça veut dire que les 500 000 qu'il y a de l'autre côté et pour qu'il faut prendre en charge, chacun met 250 000, 250 000. Parce que vous avez un salaire égal. Vous le mettez dans une cagnotte commune et vous faites face aux besoins de la maison. Maintenant, si monsieur gagne 400 000 et madame gagne 100 000, ça veut dire quoi? Il faut faire la proportionnelle. Quelle est la part que représentent les 100 000 dans les 500 000 et quelle est la part? C'est-à-dire, il faut faire une proportionnelle. Bon, mes calculs mathématiques sont... Je n'arrive jamais pas à faire les mathématiques. Il faut faire une proportionnelle et chacun contribue proportionnellement à selon son revenu. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est quoi? Quand chacun contribue proportionnellement, il faut prendre en compte le travail invisible. Et le travail invisible, c'est les ménages, les ceci, les cela, les courses, la charge mentale, etc. Et il faut la repartir aussi proportionnellement et également. C'est ça la question. Moi, c'est pour ça que je dis le féminisme light. Je suis féministe, mais mon salaire m'appartient là. Non, c'est du féminisme light. D'accord. Et moi, je te rassure que nous les hommes, si on arrive à tomber sur ces genres de femmes qui prônent cela, on est preneur à 1000% parce que autant tu vois la femme retrousser les manches ou contribuer, autant tu te vois naturellement l'aider dans tout ce qu'il faut. Donc voilà la réalité. Donc tant que la société a ces inégalités, autant les hommes aussi accepteront de pouvoir apporter peut-être l'argent et ne plus rien d'autre faire. Ça, pour la petite histoire, c'est ce qu'une cousine me disait la dernière fois, que c'est un contrat entre son ami et son mari. L'ami et le mari se sont entendus. La femme, elle fait tous les rôles de la maison. Même s'il faut apporter de l'eau au monsieur à table pour qu'il puisse laver les mains. Au contraire, en contrepartie plutôt, l'homme subvient à tous les besoins de la maison. Ou si elle accepte, non, c'est le contraire, c'est ce qu'elle a accepté. C'était un choix en cela où ensemble, ils essaient de faire tout et elle investit de son argent, dit non, elle préfère l'autre. Ou elle fait toutes les charges de la maison et monsieur aussi s'occupe de toutes les dépenses. Oui, ça veut dire qu'elle contribue aux charges de la maison. Parce que le travail qu'elle fait, s'il fallait le déléguer alors là, à une heure, on ne vient pas dire que monsieur avait son gros ventre et ne fait rien à la maison. Non, le travail qu'elle fait, s'il faut le déléguer à quelqu'un, on va payer la personne à laquelle on le délègue. Je suis d'accord. La question des aides ménagères. Oui, mais quand tu dois déléguer le travail, la contribution du monsieur. Oui, quand tu dois déléguer le travail que la madame fait, tu dois le payer. Et donc, cet exemple-là, c'est sa contribution. Parce que c'est du temps de travail qu'on peut évaluer et qu'on peut quantifier comme contribution financière. Je refuse pas, mais c'est minime. Dans la doctrine féminine, par rapport à ce que l'homme avance. Non, mais qu'est-ce que tu appelles ce sera minime? Les taxes ménagères ne sont pas ménagères, on les paie combien au maximum? Je vais même te raconter une chose. Récemment, j'ai mon aide ménagère qui me prenait la tête. Je l'ai virée en disant que je peux tout faire. J'ai passé un mois de congé dans cette maison. C'est-à-dire que quand je finissais une journée de travail, j'étais exténuée et je préfère 100 fois aller faire du travail de bureau que je trouvais intellectuellement fatigant que de faire du travail domestique qui est plus pénible que du travail intellectuel. Et ça, je ne l'avais pas compris jusqu'à ce que je remercie ma nounou et que j'ai eu besoin de faire toutes les charges. J'ai vite fait d'aller prendre une autre ménagère.
J'ai vite fait d'aller prendre une autre ménagère et de déléguer, de payer pour ça. Donc, quand il s'agit de travail ménager, il faut prendre en compte la pénibilité. Et c'est sur ça qu'on est. Oui. Moi, je suis d'accord. Mais c'est que, comme tu l'as dit, c'est un travail de longue haleine, d'exhortation, de sensibilisation à ne point finir. Et comme tu as déjà moi, je dis toujours, ma fille a 4 ans. Je dis toujours à son père, le jour où ta fille va se pointer ici avec un homme, c'est qu'elle sait comment on paye une facture. Elle sait comment on paye un loyer. Elle sait comment, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir être autonome et pouvoir pouvoir se prendre en charge avant de me ramener quelqu'un que je veux m'engager. Parce que si tu ne sais pas te prendre en charge, si tu ne sais pas payer tes propres factures, si tu ne sais pas être indépendante, je ne te vois pas en train d'aller dans un mariage. Pour moi, ce sujet-là est clair. Et je dis que mes enfants de cette manière-là. Je suis d'accord. Bon, alors, chers amis, on va tous se diriger tout à l'heure sur TikTok pour continuer. Je suis très impatient de donner mon avis. Ici, je suis plus dans le rôle de modérateur, donc exactement. Je me retire beaucoup. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Alors, chers amis, en conclusion, je vais vous dire merci. Aujourd'hui, nous avons comme invité Matt Faré qui nous a parlé de son parcours, un parcours très riche, un parcours très enrichissant. Et plusieurs d'entre nous, on a toujours voulu savoir d'où vient cette femme que nous adulons tant, cette femme de carrure, cette femme, je peux dire leader, cette femme qui nous fait découvrir de grandes choses. En ce moment, même si elle ne dort pas, mes chers amis, aujourd'hui, on a l'occasion de discuter avec elle. Merci à toi, chère Marthe, pour cet honneur que tu nous as fait. Et nous te souhaitons tout le meilleur pour tes différentes entreprises, tes différents projets, et de réitérer notre disponibilité à pouvoir te soutenir autant qu'il faut pour que cette génération puisse vraiment être impactée. Et c'est le but de ces ateliers de SCAR. Alors, je te donne un mot pour la conclusion avant de pouvoir nous retrouver tout à l'heure de l'autre côté. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Président. Ce fut un plaisir de partager ces moments avec toi et avec tout le monde. J'espère revenir sur un autre sujet où on va échanger beaucoup, où on va encore partager. Je me suis senti honoré que tu m'aies invité dans ton live et dorénavant, je viendrai suivre les autres aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, chers amis, sur ce, on se retrouve tout à l'heure de l'autre côté pour continuer cette discussion qui nous concerne tous. Surtout que nous sommes dans le mois de la femme. Alors, c'est encore mieux d'apprendre plus sur les droits et les devoirs des femmes pour que la femme qui prend tant l'égalité puisse avoir plus de place. Et c'est ça le leitmotiv de tout un chacun d'entre nous. Bonsoir chez vous et à tout à l'heure de l'autre côté. Bye bye.